Introduction, fausse bannière. Dans l'immense tapisserie de l'histoire militaire, un élément intrigant se distingue par sa ruse et son suspense. Les opérations sous faux drapeau. Ces manœuvres, exécutées avec l'intention de masquer la source réelle de responsabilité et d'attribuer la faute à d'autres, sont des récits de tromperie et de stratégie qui définissent nos perceptions de loyauté et de vérité. À l'origine, le terme « fausse bannière » est apparu au XVIe siècle, décrivant la tactique navale d'un navire arborant le drapeau d'un pays neutre ou ennemi pour dissimuler sa véritable identité, une pratique initialement utilisée par les pirates et les corsaires. Avec le temps, la notion de fausse bannière s'est étendue au-delà des mers. Aujourd'hui, le terme englobe également les actions de pays qui orchestrent des attaques contre eux-mêmes, déguisés en actes de nations ennemies ou de terroristes, fournissant des prétextes pour la répression domestique ou l'agression militaire étrangère. Ces opérations, menées tant en temps de paix qu'en temps de guerre, sont une danse complexe de tromperie et de manipulation, où la réalité est déformée au profit de stratégies cachées. Dans la guerre terrestre, la tactique de fausse bannière est un outil de tromperie autorisé dans certaines circonstances. Elle est considérée acceptable tant que la tromperie n'est pas perfide, c'est-à-dire que la tromperie doit être abandonnée avant d'ouvrir le feu sur l'ennemi, ce qui signifie que la fausse bannière peut être utilisée pour confondre l'ennemi, mais ne peut pas être utilisée pour attaquer par surprise. Dans la guerre navale, il est établi que le faux drapeau doit être abaissé et que le vrai doit être hissé avant le combat. Cela garantit que l'ennemi ait l'opportunité d'identifier correctement son opposant avant d'entrer en bataille, évitant ainsi une tromperie perfide. Cette pratique ne confondait pas seulement l'ennemi, mais tissait également un réseau de complexité dans les récits historiques. Un exemple fascinant en fut la bataille de Trindade en 1914, où le croiseur auxiliaire britannique RMS Carmania affronta le croiseur auxiliaire allemand SMS Cap Trafalgar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces tactiques atteignirent de nouveaux niveaux de sophistication. Le corsaire allemand Cormoran, déguisé en navire marchand hollandais, surprit et coula le croiseur léger australien HMAS Sydney, marquant une victoire psychologique significative pour l'Allemagne. Dans un tournant astucieux de la stratégie, les Britanniques, lors du raid de Saint-Nazaire, utilisèrent un étendard de la Kriegsmarine pour capturer un livre de codes allemand, démontrant l'efficacité de telles stratégies. Les réglementations sur la guerre aérienne reflètent également l'importance de l'authenticité et de la transparence. Un ensemble de règles rédigées par une commission de juristes à La Haye dans les années 20 du siècle passé a clairement établi que les aéronefs militaires doivent porter des marques extérieures indiquant leur nationalité et leur caractère militaire, interdisant l'utilisation de marques extérieures fausses. Dans la guerre terrestre, l'opération Greif, planifiée et commandée par Otto Skorzeny pendant la Seconde Guerre mondiale, met en lumière la ligne délicate qui sépare la tromperie acceptable et les violations des lois de la guerre. Skorzeny, bien qu'il n'ait pas été déclaré coupable d'un crime pour avoir ordonné à ses hommes d'agir en uniformes américains, a fait face à l'avertissement d'experts juridiques allemands que combattre dans de tels uniformes serait une infraction. Ces opérations complexes de fausses bannières, avec leurs couches de tromperie et leurs ombres d'ambiguïté morale, ne sont pas simplement des épisodes passagers dans l'histoire militaire. Elles nous offrent une fenêtre sur la psychologie de la guerre, où la perception et la réalité s'entrelacent dans une danse mortelle. Les opérations de fausses bannières sont un rappel que dans le jeu du pouvoir global, parfois les apparences peuvent être aussi trompeuses que les intentions derrière elles. Guerre russo-suédoise. Dans le crépuscule du XVIIIe siècle, le destin de l'Europe se mêlait au jeu subtil de la diplomatie et de la stratégie militaire. Dans cette tapisserie complexe, une histoire émerge avec la subtilité d'un murmure et la force d'un tonnerre, le prélude de la guerre russo-suédoise. En 1788, dans les salons silencieux de l'Opéra royal suédois, un tailleur reçut une commande insolite, confectionner des uniformes militaires russes. Cet acte de couture, banal en apparence, était le présage d'une tromperie qui marquerait l'histoire. Des soldats suédois vêtus de ces uniformes se déployèrent discrètement vers Puumala, un avant-poste suédois à la frontière avec la Russie. Le 27 juin 1788, le paysage paisible de Puumala fut secoué par une escarmouche soigneusement orchestrée. Les tirs et le chaos, conçus pour ressembler à une attaque russe, résonnèrent au-delà des arbres, atteignant les rues de Stockholm et éveillant une indignation fervente. Dans les salles du Riksdag des États, l'Assemblée nationale suédoise, l'impact de Puumala fut immédiat et profond. Auparavant réticents à l'idée d'une guerre offensive contre la Russie, les membres du Riksdag se trouvèrent maintenant poussés par un sentiment d'outrage national et un désir de justice. L'incident de Puumala, tissé avec le fil de la tromperie, avait changé le cours des opinions politiques, ouvrant la porte à des possibilités auparavant impensables.
Au centre de ce tourbillon se trouvait le roi Gustave III de Suède, un monarque dont l'ambition et la ruse s'étendaient au-delà des limites de son autorité constitutionnelle. Incapable d'initier des hostilités non provoquées sans le consentement des États, Gustave III vit dans l'incident de Pumala la clé dorée pour débloquer ses aspirations militaires. Ce moment d'audace et de tromperie marqua le début de la guerre russo-suédoise, un conflit qui s'étendrait de 1788 à 1799. L'histoire de Pumala et le début de la guerre russo-suédoise nous transportent à une époque où la vérité et la fiction dansaient dangereusement ensemble. Cet épisode, plus qu'un simple acte d'agression, reflète la complexité de la politique européenne de l'époque et la ruse des dirigeants cherchant à manipuler la scène internationale en leur faveur. La capacité de Gustave III à exploiter un événement fabriqué et à le transformer en un catalyseur pour la guerre est un témoignage du pouvoir de la perception et de la propagande. Guerre franco-prussienne. Dans l'étouffant après-midi du 13 juillet 1870, les roues de l'histoire tournaient avec un murmure audacieux et astucieux. Otto von Bismarck, l'éminence grise de la Prusse, publiait le Dépêche d'Ems, un message interne du roi Guillaume Ier à Bismarck. Cependant, la version divulguée au public était déformée, transformée par Bismarck pour simuler un grave affront du roi envers l'ambassadeur français. Cet acte de manipulation fut une ruse pour provoquer que l'empereur Napoléon III déclare la guerre à la Confédération allemande du Nord, dans le but ultime d'unifier les États allemands du Nord et du Sud. Cette stratégie s'avéra réussie, car Napoléon III déclara la guerre 6 jours plus tard. Et 6 mois plus tard, la Confédération remporta la guerre et réussit l'unification des États allemands. Ce jeu de miroir et d'ombre commença avec la crise des Hohenzollern. Le 2 juillet 1870, Maréchal Prime annonça à Madrid que le gouvernement espagnol avait offert la couronne d'Espagne au prince Léopold de Hohenzollern. La crainte française d'une situation de double front, avec un roi Hohenzollern en Prusse et un autre en Espagne, précipita sa détermination à affronter l'expansion de l'influence prussienne. Napoléon III, accablé de douleurs intenses, laissa la gestion de la crise entre les mains de l'impératrice Eugénie. D'ascendance espagnole et membre de la lignée royale, Eugénie dirigea le secrétaire des Affaires étrangères, duc Antoine de Gramont, à pousser pour la guerre si Léopold montait sur le trône. L'inexpérience de Gramont l'amena à compter sur des alliances inexistantes, préparant le terrain pour une erreur fatale. La confrontation directe, sautant les protocoles diplomatiques, fut suivie par un message de Guillaume Ier à Berlin, rapportant la rencontre avec l'ambassadeur français. Bismarck, avec astuce, édita ce message pour le faire paraître comme un chiffon rouge pour le taureau du gouvernement français. L'édition du Dépêche fit que la rencontre paraisse plus animée que ce qu'elle était réellement. Connue sous le nom de Dépêche d'Ems, elle fut libérée à la presse, donnant aux Français l'impression que Guillaume Ier avait insulté le comte Benedetti, et au peuple prussien l'idée que Benedetti avait insulté le roi. Dans la Dépêche d'Ems, la version originale du conseiller privé Abeken décrit en détail comment l'ambassadeur français Benedetti intercepta le roi lors d'une promenade, insistant de manière inopportune pour qu'il s'engage à ne pas soutenir la candidature Hohenzollern. Cette version relate la ferme négation du roi, sa sévérité à la fin de la conversation, et sa décision de ne plus recevoir Benedetti, le lui communiquant à travers un aide. De plus, elle suggère la possibilité de rendre publique cette information. En contraste, la version éditée par Bismarck supprime ces détails, présentant l'incident de manière plus directe et moins détaillée. Bismarck omet la description de la rencontre, l'insistance de Benedetti et les détails sur la communication additionnelle du roi, se concentrant seulement sur la négation du roi à s'engager et sa décision de ne plus recevoir l'ambassadeur. Cette édition simplifiée remplit les deux objectifs. Gramont l'appela un coup dans la face de la France, et les membres du corps législatif français parlèrent de prendre des mesures immédiates pour sauvegarder les intérêts, la sécurité et l'honneur de la France. Le 19 juillet 1870, le Sourd, le chargé d'affaires de France, remit au Bureau des Affaires étrangères à Berlin la déclaration de guerre de Napoléon. En réponse à l'opinion populaire et aux traités secrets signés avec la Prusse, la Bavière, le Bade et le Wurtemberg mobilisèrent leurs armées et se joignirent à la guerre contre la France. L'opinion publique européenne au déclenchement de la guerre favorisait largement les Allemands. Par exemple, de nombreux Italiens tentèrent de s'enrôler comme volontaires à l'ambassade prussienne à Florence, et un diplomate prussien visita Giuseppe Garibaldi à Caprera. Après la chute de Napoléon III à la suite de la bataille de Sedan, la demande de Bismarck pour la restitution de l'Alsace provoqua un changement dramatique dans ce sentiment, exemplifié par la réaction de Garibaldi peu après la Révolution à Paris, qui dit au Movimento de Gênes le 7 septembre 1870 « Hier, je vous ai dit,
guerre jusqu'à la mort à Bonaparte. Aujourd'hui, je vous dis, sauvez la République française par tous les moyens. Dans ce récit, s'entremêlent la ruse politique, la tromperie stratégique et la manipulation de la perception publique, déployant un panorama où la vérité et la fiction se fusionnent pour reconfigurer le destin des nations. L'histoire du Dépêche d'Ems et la crise des Hohenzollern révèlent non seulement la complexité de la politique européenne de l'époque, mais aussi la sagacité de leaders comme Bismarck, dont les décisions et manipulations ont altéré le cours de l'histoire. Incident du Maine, dans le crépuscule du XIXe siècle, un conflit bellico surgit comme une tempête à l'horizon de l'histoire, opposant deux nations dans une lutte pour le destin d'empire. La guerre hispano-américaine, qui s'étendit d'avril à août 1898, marqua non seulement la culmination de la guerre d'indépendance cubaine, mais aussi le commencement d'une nouvelle ère géopolitique. En Espagne, cette période serait connue comme le désastre de 98, une phrase qui encapsule la douleur et la perte d'un empire autrefois vaste. Avec la capitulation de l'Espagne, se ferma le chapitre d'un empire qui avait englobé des continents. Cuba, sous la tutelle des États-Unis, entama un nouveau chemin, tandis que Porto Rico, les Philippines et Guam devinrent des dépendances coloniales du géant nord-américain. Dans un dernier tournant de la tragédie impériale, les possessions espagnoles restantes dans le Pacifique, les Mariannes, à l'exception de Guam, les Palaos et les Carolines, furent vendues à l'Empire allemand pour 25 millions de pesetas, environ 250 millions de dollars actuels, un prix qui parlait autant du désespoir que de l'inévitabilité d'un changement de garde impériale. Le XIXe siècle représenta une époque de contraste dramatique pour ces deux nations. Tandis que l'Espagne faisait face à une spirale de déclin accéléré, plombée d'invasions napoléoniennes, de pertes coloniales et d'une instabilité politique qui saignait le pays socialement et économiquement, les États-Unis prospérèrent. Depuis l'acquisition de vastes territoires jusqu'à l'industrialisation et l'immigration massive, la nation américaine se transformait en une puissance incontestable, un processus seulement interrompu par sa propre guerre civile et l'ère de la reconstruction. La tension entre l'Espagne et les États-Unis pour Cuba avait été bouillonnante depuis les années 70 du XIXe siècle, exacerbée par des incidents comme celui du Virginius. L'Espagne, dans une hypothétique confrontation, se trouvait désavantagée sur plusieurs fronts, militaires, démographiques, géographiques et économiques industriels. Malgré cela, le fervor nationaliste espagnol, attisé par une presse influente, poussa le gouvernement à rejeter l'idée de céder et de vendre Cuba, optant pour une guerre qu'il savait perdue d'avance. Une décision qui fut vue comme une démolition contrôlée pour préserver le régime de la Restauration. La guerre fut brève mais significative. L'explosion du cuirassé Maine le 15 février 1898 devint le casus belli de cette confrontation. Encore aujourd'hui, la nature de cet événement fait débat. Fût-ce un accident, une attaque espagnole intentionnelle ou un acte de faux drapeau américain? L'opinion publique américaine, enflammée par une presse sensationnaliste, réclamait vengeance et la guerre fut officiellement déclarée un mois plus tard. Bien que les batailles sur le sol cubain n'aient pas été aussi favorables aux troupes américaines, les victoires navales incontestables aux Philippines et à Cuba forcèrent le gouvernement espagnol à chercher la paix en été, aboutissant au traité de Paris le 10 décembre. La défaite de l'Espagne dans cette guerre marqua un tournant, donnant lieu à un mouvement de réévaluation philosophique et artistique connu sous le nom de Regeneracionismo et la génération de 98. Pour les États-Unis, le conflit ouvrit un débat sur leur identité en tant que nation, oscillant entre l'isolationnisme et l'expansionnisme. La guerre philippino-américaine, qui éclata peu après, fut un témoignage de ces tensions et transformations. L'envoi du Maine à la Havane en janvier 1898 et son explosion subséquente restent enveloppés de mystères et de controverses. Les enquêtes menées, tant par les États-Unis que par l'Espagne, proposèrent différentes théories, depuis une mine sous-marine jusqu'à l'autocombustion du charbon stocké près des munitions. La couverture médiatique intense de l'événement par des journaux comme le New York Journal et le New York World, caractérisés par des tactiques de presse jaune, attisa le feu de l'indignation publique américaine. En rétrospective, la guerre hispano-américaine se révèle comme un complexe tapis d'ambitions impériales, de jeux de pouvoir et de transformations sociales. La perte des dernières colonies ultramarines espagnoles et l'émergence des États-Unis comme une nouvelle puissance coloniale reconfigurèrent le paysage géopolitique du monde, marquant la fin d'une ère et le commencement d'une autre. Ce conflit, encadré par l'explosion du Maine et le débat public passionné qui suivit, continue d'être une étude fascinante sur la nature de la guerre,
de l'impérialisme et du pouvoir de la narration médiatique dans la configuration de l'histoire. Seconde guerre sino-japonaise. Dans l'entrelac de l'histoire militaire japonaise se cache un chapitre sombre et rusé, marqué par l'incident de Mukden en septembre 1931. Un acte de tromperie méticuleusement orchestré par des officiers de moyen et bas rang de l'armée japonaise dirigés par Seishiro Itagaki ébranla les fondations de la stabilité en Mandchourie. L'explosion, bien que faible, fut le prétexte parfait pour que le Japon s'empare de la Mandchourie et établisse le gouvernement fantoche du Manchukuo, un État nominalement indépendant. Le colonel Seishiro Itagaki et le lieutenant-colonel Kanji Ishiwara, convaincus qu'un conflit en Mandchourie favoriserait le Japon, conçurent un plan pour provoquer un incident avec les forces chinoises proches. Cependant, l'arrivée du major général Yoshitsugu Tatekawa, envoyé par le ministre de la guerre Jiro Minami, força Itagaki et Ishiwara à agir rapidement. Ils choisirent de saboter une section du chemin de fer près du lac Liutiao, un lieu sans importance militaire, mais proche de la garnison chinoise de Beidaying, commandée par le jeune maréchal Zhang Xueliang. Dans la nuit du 18 septembre, le lieutenant premier Suemori Kawamoto exécuta le plan, faisant exploser les charges près des voies efférées. L'explosion, bien que mineure, fut suffisante pour initier le conflit. Un train passa peu après par la voie endommagée, arrivant à Shenyang sans problème, mais la graine du conflit était déjà semée. Au lever du jour du 19 septembre, l'artillerie japonaise ouvrit le feu contre la garnison chinoise, en réponse à la prétendue attaque chinoise sur le chemin de fer. La petite force aérienne de Zhang Xueliang fut détruite, et ses soldats abandonnèrent les casernes de Beidaying. 500 soldats japonais attaquèrent la garnison chinoise d'environ 7000 hommes. À la fin de la journée, les Japonais avaient occupé Mukden, avec un coût de 500 vies chinoises et seulement 2 japonaises. Le général Shigeru Honjo, commandant en chef de l'armée du Kwantung, initialement horrifié par l'action unilatérale, fut convaincu par Ishiwara d'approuver l'opération. Bientôt, Mukden fut déclaré sécurisé, et l'armée japonaise procéda à occuper et garnir les principales villes de la région avec une difficulté minimale. Le débat historique sur qui a provoqué l'explosion sur le chemin de fer japonais à Mukden reste un sujet de controverse. De fortes preuves indiquent que ce furent les jeunes officiers de l'armée du Kwantung qui conspirèrent pour causer l'explosion, avec ou sans ordre direct de Tokyo. Des recherches postérieures à la guerre confirmèrent que la bombe originale posée par les Japonais échoua à exploser et dut être remplacée. L'incident du 18 septembre, exposé au musée de l'histoire de Shenyang, soutient que les Japonais furent les responsables. Cette perspective est partagée par le musée Yushukan à Tokyo. David Bergamini, dans son livre Japan's Imperial Conspiracy, suggère que l'incident et l'invasion japonaise furent planifiés par des officiers de haut rang, une conclusion appuyée par l'historien James Willand. L'approche de la Société des Nations et le rapport Lytton ont également été l'objet de débats. Alan John Percival Taylor critiqua la réponse de la Société, arguant qu'elle n'offrit qu'une condamnation morale au lieu d'action décisive. Cet incident, un jeu d'ombres et de tromperies, révèle la complexité et les répercussions des tactiques militaires sur la géopolitique du XXe siècle, un écho de ruse et d'ambition qui résonna dans toute l'Asie orientale. Incendie du Reichstag. Dans une froide nuit d'hiver, le 27 février 1933, une flamme s'alluma dans le cœur de Berlin, présageant une ère d'ombre. L'emblématique bâtiment du Reichstag, symbole de la démocratie allemande, fut consumé par un incendie criminel qui marqua un tournant dans l'histoire. Adolf Hitler, récemment investi chancelier d'Allemagne, se retrouva pris dans un tourbillon d'accusations et de conspirations aux côtés de Marinus van der Lubbe, un communiste hollandais. Cet événement serait l'étincelle qui allumerait la mèche de l'autoritarisme national-socialiste. Tandis que le feu dévorait le bâtiment du Parlement, les pompiers de Berlin luttaient contre le temps. Van der Lubbe fut arrêté sur place, mais l'intrigue ne faisait que commencer à se déployer. Paul von Hindenburg, sénile et sous l'influence de Hitler, promulgua le tristement célèbre décret de l'incendie du Reichstag. Ce décret suspendit les libertés civiles et ouvrit la voie à une persécution impitoyable contre les communistes, préparant le terrain pour l'établissement du régime national-socialiste. Le procès qui suivit, connu sous le nom de procès de Leipzig, se transforma en une représentation théâtrale de justice, où les communistes Georgi Dimitrov, Vasil Tanev, Blagoy Popov et Ernst Torgler, aux côtés de van der Lubbe, firent face à de graves accusations. L'acquittement des communistes et la condamnation de van der Lubbe n'ajoutèrent que plus de mystères et de théories du complot à l'événement. La question de qui était réellement responsable de l'incendie du Reichstag reste un sujet de débat intense. Certains historiens, s'appuyant sur des preuves d'archives,
suggèrent que l'incendie fut une opération sous faux drapeau planifiée et ordonnée par les national-socialistes. Le bâtiment du Reichstag, témoin muet de l'histoire, resta dans son état endommagé pendant des décennies, pour être restauré des années plus tard comme un rappel des jours sombres du régime national-socialiste. Le contexte politique derrière l'incendie était également turbulent. Après les élections fédérales allemandes de novembre 1932, les national-socialistes, bien qu'ayant la majorité, ne contrôlaient pas totalement le pouvoir. Hitler demanda à Hindenburg de dissoudre le Reichstag, établissant de nouvelles élections pour le 5 mars. Dans ce bouillon de culture politique, l'incendie du Reichstag fut présenté comme un signe de l'imminente révolution communiste, une narration qu'Hitler exploita pour consolider son pouvoir. La nuit de l'incendie, Hitler et Joseph Goebbels, dînant ensemble, reçurent la nouvelle avec incrédulité initiale. Cependant, en arrivant au Reichstag, l'ampleur du désastre devint évidente. Hermann Göring, ministre de l'Intérieur de Prusse, accusa rapidement les communistes, offrant à Hitler l'opportunité de déclarer l'incendie comme un présage divin d'une révolte communiste. Les conséquences politiques de l'incendie furent immédiates et sévères. Le lendemain, Hindenburg, sous l'influence d'Hitler, invoqua l'article 48 de la Constitution de Weimar, mettant en œuvre le décret de l'incendie du Reichstag. Ce décret suspendit la majorité des libertés civiles et permit aux national-socialistes de poursuivre et d'emprisonner leurs opposants politiques, principalement communistes. La campagne de peur et de répression mena à des milliers d'arrestations, incluant des leaders du Parti communiste d'Allemagne. Dans ce climat de terreur et de répression, les élections du 5 mars se déroulèrent, avec les national-socialistes augmentant leur part de 33 à 44%. Malgré cette augmentation, ils n'atteignirent pas la majorité souhaitée. Cependant, la suppression continue du Parti communiste et les préoccupations de sécurité nationale jouèrent en faveur des national-socialistes, leur permettant de faire passer la loi habilitante le 23 mars. Cette loi accorda à Hitler des pouvoirs dictatoriaux, marquant la fin de la République de Weimar et le début du Troisième Reich. Le procès qui suivit à Leipzig attira l'attention mondiale. Diffusé par radio et avec la présence de nombreux journalistes internationaux, le procès devint un spectacle médiatique. Van der Lubbe et ses coaccusés firent face à des accusations d'incendie criminel et de tentatives de renversement du gouvernement. Malgré les accusations, le procès se termina par l'acquittement des communistes et la condamnation de Van der Lubbe qui fut exécuté. Ce verdict ne satisfaisait pas tout le monde, et la suspicion de manipulation par les national-socialistes émergea. Walter Gemp, chef des pompiers de Berlin à l'époque, fut renvoyé et plus tard assassiné en prison pour avoir présenté des preuves suggérant l'implication national-socialiste dans l'incendie. Sa mort servit à faire taire d'autres qui auraient pu exposer la vérité. La responsabilité de l'incendie reste un sujet de controverse. Certains chercheurs, comme William Shirer, soutiennent que Van der Lubbe fut utilisé comme un pion dans une conspiration nationale-socialiste, tandis que d'autres croient qu'il agit seul. Avec le temps, l'opinion a oscillé entre ces deux théories. En 1967, un tribunal à Berlin-Ouest maintint la condamnation de 1933, mais en 1980, un autre tribunal révoqua le verdict, bien que cette décision fût annulée plus tard. Cependant, en janvier 2008, Van der Lubbe fut gracié à titre posthume sous une loi de 1998 qui exonérait les personnes condamnées injustement pendant l'ère nationale-socialiste. Attaque sous faux drapeau de l'Union soviétique sur la Finlande. Dans les profondeurs sombres du 26 novembre 1939, un épisode fut orchestré qui changerait le cours de l'histoire, le bombardement de Manila. Dans ce petit village soviétique près de Belostrov, l'armée rouge de l'Union soviétique exécuta une attaque qui serait faussement attribuée à la Finlande. Cette opération sous faux drapeau fournit à l'Union soviétique un élan propagandiste considérable et le casus belli pour lancer la guerre d'hiver seulement 4 jours plus tard. Les historiens ont conclu que le bombardement de Manila était une fabrication menée par l'agence de sécurité étatique soviétique NKVD. Dans un contexte international où prévalèrent des traités de non-agression mutuelle, comme le traité de Tartu de 1920, et les pactes de non-agression entre la Finlande et l'Union soviétique signés en 1932 et 1934, l'Union soviétique cherchait un prétexte légal pour la guerre. Dans un contexte où même l'Allemagne nationale-socialiste avait orchestré l'incident similaire de Gleiwitz pour se retirer de son pacte de non-agression avec la Pologne, les jeux de guerre soviétiques de mars 1938 et 1939 avaient envisagé un scénario où des incidents frontaliers à Manila déclencheraient la guerre. 7 coups furent tirés et 3 postes d'observation finlandais détectèrent leur impact, estimant que les explosions eurent lieu à environ 800 mètres à l'intérieur du territoire soviétique. La Finlande proposa une enquête neutre sur l'incident.
Mais l'Union soviétique rejeta cette offre et rompit les relations diplomatiques avec la Finlande le 29 novembre. Les documents dans les archives privées du dirigeant soviétique Andrei Jdanov montrent que l'incident fut orchestré pour dépeindre la Finlande comme agresseur et justifier une offensive. Le côté finlandais nia la responsabilité des attaques, identifiant l'artillerie soviétique comme leur origine. Les journaux de guerre des batteries d'artillerie finlandaises proches montraient que Mainila était hors de leur portée, car elle s'était retirée pour prévenir de tels incidents. L'Union soviétique renonça alors au pacte de non-agression avec la Finlande et, le 30 novembre 1939, lança les premières offensives de la guerre d'hiver. Le journaliste et auteur américain John Gunther écrivit en décembre 1939 que l'incident était aussi maladroit et évidemment fabriqué que tous ces incidents l'ont été depuis Mukden en 1931. Les Finlandais menèrent une enquête immédiate, concluant qu'aucune artillerie ou mortier finlandais n'aurait pu atteindre le village de Mainila. Le maréchal des champs Carl Gustaf Emil Mannerheim avait ordonné le retrait de tous les canons finlandais hors de portée. L'historien russe Pavel Aptekar a analysé des documents militaires soviétiques déclassifiés et a trouvé que les rapports quotidiens des troupes dans la zone ne rapportaient aucune perte de personnel pendant la période en question, ce qui l'a amené à conclure que le bombardement des troupes soviétiques était une mise en scène. Dans ses mémoires de 1970, le premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev a écrit sur le début de la guerre d'hiver: « Nous avions tiré notre salve, et les Finlandais ont répondu par leur propre feu d'artillerie. » De facto, la guerre avait commencé. Bien sûr, il y a une autre version des faits. On dit que les Finlandais ont commencé à tirer en premier et que nous avons été forcés de répondre. C'est toujours ainsi lorsque les gens commencent une guerre. Ils disent « Tu as tiré le premier coup » ou « Tu m'as donné une gifle en premier, et je ne fais que rendre le coup ». Le 18 mai 1994, le président russe Boris Eltsine a dénoncé la guerre d'hiver, la qualifiant de guerre d'agression. Durant la guerre de continuation, la division 18 de l'armée finlandaise atteignit Rajajoki le 31 août 1941 et commença les préparatifs pour prendre le village de Mainila. Son commandant de division, le colonel Pajari, reconnut la valeur propagandiste et organisa une attaque d'artillerie sur le village, à être témoignée par le personnel de caméras de combat, et le village fut pris quelques jours plus tard. Dans son rapport au quartier général à Mikkeli, Pajari déclara que, le 31 août 1941, la division 18 a mené le bombardement de Mainila. Dans cette narration, les ombres de l'intrigue et de la manipulation se tissent à travers un tapis d'événements qui culmine dans la guerre d'hiver, révélant un jeu complexe de stratégie et de pouvoir sur la scène mondiale. Le bombardement de Mainila, tant dans son origine que dans sa réplication durant la guerre de continuation, souligne l'impact de la propagande et de la perception dans la conduite des conflits internationaux, un héritage qui perdure dans l'analyse historique et dans la compréhension des événements qui ont façonné le XXe siècle. Attaque sous faux drapeau de l'Allemagne sur la Pologne. Dans les sombres préludes de la Seconde Guerre mondiale, une des plus infâmes ruses fut concoctée, l'incident de Gleiwitz. Dans la nuit du 31 août 1939, le monde assista à un sinistre acte théâtral orchestré par l'Allemagne nationale-socialiste. Cette fausse bannière à la station de radio Sender Gleiwitz, dans la Gleiwitz de l'époque en Allemagne, maintenant Gliwice en Pologne, fut le prélude fabriqué par l'Allemagne comme casus belli pour justifier l'invasion de la Pologne. Adolf Hitler, dans un discours radiophonique, condamna les actes et annonça les plans allemands d'attaque contre la Pologne, donnant ainsi le coup d'envoi à la guerre à l'aube suivante. Contrairement à la narration allemande, les assaillants de Gleiwitz n'étaient pas polonais, mais des officiers des SS allemandes déguisés en uniforme polonais. Dans sa déclaration de guerre, Hitler ne mentionna pas l'incident de Gleiwitz, mais regroupa toutes les provocations orchestrées par les SS comme un prétendu assaut polonais sur l'Allemagne. Cet incident est le plus connu de l'opération Himmler, une série d'opérations spéciales menées par les Schutzstaffel, SS, pour servir à la propagande allemande au début de la guerre. L'opération visait à créer l'apparence d'une agression polonaise contre l'Allemagne pour justifier l'invasion de la Pologne. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne et ainsi commença le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. Les preuves fabriquées pour l'attaque de Gleiwitz par les SS furent fournies par l'officier Alfred Naujoks en 1945. La majeure partie de ce que l'on sait sur l'incident de Gleiwitz provient du témoignage du SS Sturmbannführer Alfred Naujoks au procès de Nuremberg. Dans sa déclaration, il affirma avoir organisé l'incident sous les ordres de Reinhard Heydrich et Heinrich Müller, chef de la Gestapo. La nuit du 31 août,
Un petit groupe d'opératifs allemands déguisés en polonais, dirigés par Naujoks, prirent la station de Gleiwitz et diffusèrent un bref message anti-allemand en polonais. Pour rendre l'attaque plus convaincante, la Gestapo exécuta Franciszek Oniok, un fermier catholique de Haute-Silésie connu pour sympathiser avec les Polonais. Il fut habillé pour ressembler à un saboteur, drogué, tué par balle et laissé sur les lieux comme s'il était mort en attaquant la station. Son corps fut présenté à la police et à la presse comme preuve de l'attaque. Plusieurs prisonniers du camp de concentration de Dachau furent drogués, tués sur place, et leurs visages défigurés pour rendre impossible l'identification. Les Allemands les appelaient « conserves », produits en conserve. Erwin von Lahusen témoigna au procès que sa division de l'Abwehr fut l'une des deux chargées de fournir des uniformes, des équipements et des cartes d'identité de l'armée polonaise. Plus tard, Wilhelm Canaris l'informa que des personnes de camps de concentration avaient été déguisées avec ces uniformes et ordonnées d'attaquer les stations de radio. Oskar Schindler, plus tard crédité pour avoir sauvé la vie de 1200 juifs pendant l'Holocauste, joua un rôle dans la fourniture des uniformes et des armes polonais utilisés dans l'opération en tant qu'agent de l'Abwehr. L'incident de Gleiwitz faisait partie d'une opération plus large menée par les forces de l'Abwehr et des SS. D'autres incidents orchestrés se déroulèrent le long de la frontière polono-allemande en même temps que l'attaque de Gleiwitz. Le projet s'appelait Opération Himmler et incluait des incidents destinés à donner l'apparence d'une agression polonaise contre l'Allemagne. Les journaux et politiciens allemands, y compris Adolf Hitler, avaient accusé les autorités polonaises pendant des mois avant l'invasion de 1939 d'organiser ou de tolérer le nettoyage ethnique violent des Allemands ethniques vivant en Pologne. Hitler cita les incidents frontaliers dans un discours au Reichstag le jour même de l'invasion, utilisant 3 d'entre eux comme justification pour son invasion de la Pologne. Hitler avait dit à ses généraux le 22 août « Je fournirai un casus belli propagandiste, peu importe sa crédibilité. Au vainqueur, on ne demande pas s'il a dit la vérité. » Les réactions internationales furent sceptiques et douteuses. Les correspondants américains furent convoqués sur les lieux le lendemain. Mais aucune partie neutre ne fut autorisée à enquêter en détail sur l'incident. Et le public international doutait de la version allemande de l'incident. Ce méticuleux acte de tromperie, une machination sombre tissée dans les ombres de la diplomatie et de la guerre, marqua un prélude sinistre au conflit le plus dévastateur du XXe siècle, révélant la profondeur et l'étendue de la tromperie dans la politique du pouvoir global. Incident du golfe du Tonkin. Sur le vaste et tumultueux théâtre du Sud-Est asiatique, un épisode marqua un tournant critique dans l'histoire de la guerre du Vietnam, l'incident du golfe du Tonkin. Cet événement, combinant un affrontement réel le 2 août 1964 et un autre prétendument fabriqué 2 jours plus tard, devint le catalyseur d'une intensification dramatique de l'implication américaine dans la guerre. La narration de ces attaques, présentée dans des vidéos et des rapports, fournit au président Lyndon Baines Johnson le prétexte pour demander une expansion significative des opérations militaires au Vietnam, élevant le nombre de 60 000 soldats américains d'ailleurs présents à 500 000 aux moments les plus intenses du conflit. La première attaque, indubitablement réelle, se produisit lorsque l'USS Maddox, naviguant dans les eaux internationales à 28 miles de la côte du Nord-Vietnam, selon les déclarations américaines de l'époque, rencontra 3 patrouilleurs nord-vietnamiens. Le commandant du Maddox, le capitaine John Joseph Herrick, donna l'ordre de tirer si les patrouilleurs s'approchaient à moins de 10 000 mètres. Cet affrontement se conclut par le retrait des patrouilleurs vietnamiens, laissant plusieurs blessés et 4 morts du côté nord-vietnamien, tandis que le Maddox ne subit pas de dommages significatifs. La prétendue seconde attaque est là où l'histoire plonge dans les ombres de la tromperie. Dans la nuit du 4 août, le Maddox et l'USS Turner Joy, sous des conditions météorologiques adverses, rapportèrent des signaux radars et sonars qu'ils interprétèrent comme une nouvelle attaque nord-vietnamienne. Cependant, le commandant Herrick envoya ultérieurement un message qui sema le doute sur la réalité de cette attaque, suggérant que les contacts rapportés pourraient avoir été illusoires, produits par des effets météorologiques exceptionnels et l'anxiété de l'équipage. Ce message déclencha une vague de spéculations et de théories, y compris l'affirmation de Von Nguyen Giap, commandant militaire du Nord-Vietnam, qui en 1995 reconnut l'attaque du 2 août, mais nia catégoriquement les événements du 4 août. L'incident du golfe du Tonkin devint le casus belli dont le président Johnson avait besoin. Convoquant le Congrès le 7 août, il demanda et obtint un soutien écrasant pour une intervention plus directe au Vietnam, donnant lieu à la fameuse résolution du golfe du Tonkin. Cette manœuvre politique permit aux États-Unis d'augmenter significativement leur présence militaire et leurs opérations de bombardement dans le nord du Vietnam, marquant un changement décisif dans le cours du conflit.
Cependant, la vérité derrière cet incident continue d'être l'objet de débats intenses et de spéculations. Les documents déclassifiés et les analyses d'experts ont fourni davantage de preuves que le gouvernement de Johnson aurait pu exagérer ou même fabriquer la seconde attaque pour justifier une escalade au Vietnam. Un rapport de l'Agence de sécurité nationale conclut qu'en réalité, aucune attaque ne s'était produite cette nuit-là. Cette découverte jette une lumière critique sur les actions et décisions prises par l'administration américaine, révélant la complexité et les manipulations possibles derrière les événements qui ont défini une ère. L'incident du golfe du Tonkin demeure ainsi un chapitre crucial et controversé dans l'histoire de la guerre du Vietnam. Un rappel de comment la perception et la narration des événements peuvent influencer puissamment la politique mondiale, menant des nations entières à la guerre sur la base de demi-vérités ou de réalités construites. Cette histoire est un écho sombre des dangers inhérents dans la prise de décisions politiques et militaires, où la vérité peut souvent être la première victime. Affaire Lavon. Durant l'été de 1954, les eaux de l'intrigue politique et de l'espionnage se sont agitées intensément en Égypte avec le début de l'opération Susanna, une tentative de subterfuge échouée par Israël. Cette opération, codée dans le mystère et la controverse, impliqua une tactique de faux drapeau, où un groupe de juifs égyptiens, recrutés par le renseignement militaire israélien, plaça des bombes dans des cibles civiles appartenant à des Égyptiens, des Américains et des Britanniques, cinémas, bibliothèques et centres éducatifs américains. Les bombes, programmées pour exploser des heures après la fermeture, visaient à être attribuées aux frères musulmans, aux communistes égyptiens, à des mécontents non spécifiés ou à des nationalistes locaux. Le but était de générer un climat de violence et d'instabilité qui inciterait le gouvernement britannique à maintenir ses troupes dans la zone du canal de Suez. Heureusement, l'opération ne causa pas de victimes parmi la population, mais entraîna la mort de 4 des opérateurs. Cet événement, connu plus tard sous le nom de « Affaire Lavon », d'après le ministre de la Défense israélien Pinhas Lavon, qui fut contraint de démissionner à cause de l'incident, témoigne de la complexité et des risques inhérents aux opérations de renseignement et de faux drapeaux. Initialement désigné en Israël comme l'affaire malheureuse ou le mauvais commerce, le gouvernement israélien nia sa participation jusqu'en 2005, lorsque les agents survivants furent décorés par le président israélien Moshe Katsav. L'opération Susanna visait à influencer la politique étrangère américaine et britannique dans la région. Le début des années 50 vit les États-Unis adopter une politique plus active de soutien au nationalisme égyptien en opposition à la politique britannique de maintenir sa suprématie régionale. Israël craignait que cette politique renforce les ambitions militaires de Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, envers Israël. Frustré par les moyens diplomatiques, le colonel Binyamin Ghibli, chef du renseignement militaire israélien Amman, initia l'opération dans le but de renverser la décision britannique de se retirer du canal de Suez. La cellule secrète Unité 131, existante depuis 1948 et sous Amman depuis 1950, fut activée au printemps de 1954. Le 2 juillet, la cellule fit exploser des bombes dans un bureau de poste à Alexandrie, et le 14 juillet, bombarda les bibliothèques de l'Agence d'information des États-Unis à Alexandrie et au Caire, ainsi qu'un théâtre britannique. Les bombes, faites maison et composées d'acide sur nitroglycérine, furent cachées dans des livres et placées sur les étagères des bibliothèques juste avant la fermeture, explosant des heures plus tard, causant des dommages minimes et ne blessant personne. L'agent israélien Avri Elad, sous l'identité de Paul Frank, un ancien officier des SS avec des connexions national-socialistes, fut envoyé pour superviser l'opération. Elad, accusé d'informer les Égyptiens, résulta dans l'arrestation de 11 suspects, y compris des Juifs égyptiens et des Israéliens sous couverture. 2 des suspects, Yosef Karmo et Israël Meir Max Binet, se suicidèrent en prison. Le procès en Égypte commença le 11 décembre 1954 et se conclut le 27 janvier 1955. 2 accusés furent condamnés à la pendaison, 2 furent acquittés, et le reste reçut de longues peines. Maurice Orbach, au nom de Winston Churchill et du Congrès juif mondial, intercéda pour les condamnés, mais le président Nasser se rétracta de sa promesse de leur pardonner la vie, exécutant 2 membres du frère musulman en représailles. Le scandale politique résultant en Israël fut considérable. Le Premier ministre Moshe Charet, le ministre de la Défense Pinhas Lavon et le chef du renseignement Ghibli furent pris dans un conflit d'accusations et de dénégations. La démission de Lavon et la succession de David Ben-Gourion comme ministre de la Défense marquèrent une période de turbulence politique en Israël. L'affaire Lavon et l'opération Susanna se révélèrent désastreuses pour Israël de multiples façons.
la perte de crédibilité et de statut dans ses relations avec le Royaume-Uni et les États-Unis, l'agitation politique interne et la division au sein du parti Mapai. Malgré la censure militaire, le débat public en Israël fut fervent, bien qu'en code. La reconnaissance et l'honneur accordés aux espions survivants par le président Katsav en 2005 fermèrent un chapitre long et sombre dans l'histoire du renseignement israélien, laissant des leçons sur les risques et les conséquences de telles opérations secrètes. Conclusions. Dans notre voyage à travers les ombres de l'histoire militaire, nous avons exploré les énigmes et les intrigues des opérations sous faux drapeau, un spectacle de tromperie et de stratégie qui défie notre compréhension de la loyauté et de la vérité. Depuis les jeux de pouvoir dans la guerre russo-suédoise jusqu'à l'incident du golfe du Tonkin au Vietnam, nous avons été témoins de la façon dont les nations ont manipulé des événements pour leurs propres fins, souvent avec des conséquences de longue portée. Nous avons vu comment les tactiques de faux drapeaux peuvent être utilisées pour justifier la guerre, comme dans le cas de la dépêche d'Ems conduisant à la guerre franco-prussienne, et comment elles peuvent être employées pour créer un sentiment d'urgence et de peur, comme dans l'incendie du Reichstag en Allemagne. Ces événements ne sont pas de simples épisodes de l'histoire, ils sont de puissants rappels de la complexité de la politique internationale et de l'impact que la perception et la propagande peuvent avoir sur la prise de décision au niveau mondial. Tandis que nous réfléchissons sur ces histoires, nous devons nous demander combien de ce que nous savons sur les conflits passés est basé sur des vérités réelles, et combien sur des réalités construites. L'histoire des opérations sous faux drapeaux nous apprend à questionner et à chercher au-delà de l'apparent, à comprendre que la vérité dans la guerre peut souvent être la première victime. En prenant congé de ce voyage fascinant à travers l'histoire militaire et ses ombres, nous vous invitons à partager vos pensées et réflexions. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou impacté à propos de ces histoires de tromperie et de stratégie? Croyez-vous que l'histoire aurait pu prendre un cours différent si ces événements ne s'étaient pas produits? Laissez vos commentaires et rejoignez la conversation pour explorer plus profondément les intrications de l'histoire militaire. Votre perspective est précieuse dans notre quête continue de compréhension et de vérité. Connaissez-vous la macabre vérité derrière l'exécution de Jeanne d'Arc sur le bûcher? Cliquez sur oui et découvrez-la.